Salut à toutes, salut à tous. Et chers compatriotes, nous avons aujourd'hui un grand invité. C'est un monsieur de grande taille, Elhaj Boubacar Ba, dit Elhaj Ba, connu aussi sous le nom de Elhaj Ba du Havre, je vais dire. Ce monsieur est installé du côté de l'Europe, qui fait beaucoup pour la communauté guinéenne. Et aujourd'hui, il est choqué par rapport à une situation qui se passe du côté de Souapiti. Et il est dans une grande organisation qui défend la cause des citoyens vivant au niveau c'est-à-dire au niveau de ce barrage-là, des citoyens qui ont été déguerpis. Il est là pour nous faire des grandes révélations et je vous prie de rester là pour suivre cette situation. Elhaj Ba, bonjour. Bonjour Tidjane La Puissance, bonjour à tous vos auditeurs. Merci. C'est un réel plaisir pour moi de vous recevoir sur ma page officielle. Je sais que c'est une page qui est beaucoup suivie, vous le savez bien. J'espère que à travers aussi les partages, votre message ira très loin parce que aujourd'hui, j'ai plus de 100 000 abonnés et je pense que la vidéo, elle ira très loin et elle ira là où nous voulons qu'elle parte. C'est extrêmement important. Mais avant de rentrer dans le développement du sujet, pouvez-vous nous présenter, à tous les abonnés de la page Tidjane La Puissance ou à tous ceux qui nous suivent maintenant là, qui êtes-vous réellement? Merci, Monsieur Tidjane La Puissance. Comme c'est un plaisir partagé aussi. Moi, je m'appelle Elhaj Ba. Je suis venu en France pour faire des études. Donc, je suis diplômé en licence économie et gestion à l'Université du Havre avec une maîtrise aussi en gestion des politiques publiques. Après, un autre master en ingénierie de projets de coopération, sur tout ce qui est orienté vers les organisations internationales, les ONG humanitaires et ensuite. Ensuite, un autre aspect aussi, je suis diplômé aussi d'un master aussi qu'on appelle stratégie et management des collectivités territoriales qui concerne tout le développement local, le développement communautaire, le développement des communes et des départements. Mais aujourd'hui, je suis en fait, je suis un consultant en économie de développement et développement durable. Mais aujourd'hui, le cas, c'est pas de parler de ma profession ou de mon universitaire. Aujourd'hui, le problème, c'est de parler mon militantisme associatif. Donc, on va revenir à la base. Je suis venu ici en France, j'ai créé l'association des étudiants guinéens du Havre. J'ai été président une année, après j'ai cédé la place aux jeunes. Ensuite, je suis resté toujours au Havre. J'ai été secrétaire de la Ligue des droits de l'homme, l'organisation française de défense des droits de l'homme pour la ville du Havre. En 2013, j'ai été candidat aux élections du comité central, c'est l'organe délivrant de l'organisation de défense des droits de l'homme où j'ai perdu les élections, mais je reste toujours aussi membre en fait de la Ligue des droits de l'homme. De l'autre côté, en tant que Guinéen, j'ai aussi été au niveau du comité administratif du Conseil national du Guinéen du Havre en représentant des associations de la Normandie, où j'ai profité de cette occasion pour rencontrer des jeunes Guinéens qui sont pétris de talent, où j'ai amené Mohamed Sy au championnat du monde de karaté. Donc, la première participation de la Guinée au championnat du monde, j'ai réussi à négocier l'annulation des dettes guinéennes vis-à-vis de la Fédération mondiale. J'ai réussi aussi avec mon équipe de faire participer à la Guinée au niveau du championnat du monde où notre athlète qui était, parmi tant d'autres, était le meilleur de sa catégorie en Afrique et il était en quart de finale. Depuis après, on a participé au championnat d'Afrique plusieurs. Il a été d'ailleurs aussi médaillé d'Afrique, du championnat d'Afrique, plusieurs fois champion de France, plusieurs fois champion d'Italie. Et donc, voilà, en quelque sorte, c'est moi, quoi, en fait. C'est extrêmement important et j'espère que les abonnés et tous ceux qui nous suivent ont vraiment compris que c'est un homme de valeurs qu'on a aujourd'hui. Vraiment sur cette page Tidjane La Puissance. Vraiment, félicitations par rapport à vraiment tous ces grands parcours et surtout un CV vraiment bien garni. C'est extrêmement important. Maintenant, nous allons
rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, vous avez une association qui est aujourd'hui en Guinée, qui est en train c'est-à-dire de mener un combat en faveur des citoyens qui sont aujourd'hui victimes du déguerpissement du barrage Soapiti. Pouvez-vous nous dire, ce barrage est situé entre quelle préfecture et quelle préfecture de la Guinée, et aussi nous parler un peu de ce barrage? Merci Tidiane la puissance. Je vais juste revenir aussi sur l'Union de la défense des Belgique et relations avec les médias et les organisations. Donc, comme vous l'avez dit, en fait, il faut savoir que on va parler des chiffres pour que les gens qui ne connaissent pas sachent. Donc, il faut savoir que depuis 1946, ce projet était sur table au temps de la colonisation. Les colons sont partis. Après, tous les gouvernements qui se sont succédés ont essayé de réaliser ce barrage. Mais finalement, jusqu'en 2015, on n'a pas pu. Donc, il faut savoir que c'est en 2015, le mardi 22 décembre 2015, que la première pause a été faite. Il faut savoir que le barrage Soapiti, c'est 450 mégawatts qui va fournir. Il faut savoir aussi également que c'est la société China International Water and Electric qui est en charge de la réalisation de ce barrage. C'est une société chinoise. Ça, c'est jusqu'en 2020, en fait, normalement décembre 2020. Il faut savoir qu'il y a un financement de plus de 1,5 milliard de dollars, dont 85% sont financés par la Banque mondiale et les partenaires de la Guinée, et 15% restant revient à l'État guinéen. Il faut savoir qu'il y a 4 préfectures concernées par ce barrage. Donc, il y a Télémélé, Pita, Kindia et Dibreka. Il faut savoir, selon le gouvernement, selon Human Rights, selon certaines organisations, il y a 16 000 personnes déplacées et recensées. Mais selon nous, il y a 48 000. Si on aura le temps, je vais le prouver par A plus B. Donc, il faut savoir qu'il y a 11 000 personnes qui seront isolées. Il y a en tout pour nous 48 000 personnes réellement concernées. Il y a 105 villages qui sont concernés, qui ont déménagé et qui sont inondés. Plus de 300 000 têtes de bétail qui sont concernées, les animaux sauvages, tout ce que vous connaissez, nos faunes et fleurs, et 306 000 km² seront inondés. Okay? Il y a 3 000 emplois, dont 1 000 Chinois venus de la Chine pour travailler, en fait, à la place des Guinéens. Et donc, il y a 2 000 autres qui travaillent, soit des Guinéens, des Africains et autres. Il faut savoir, il y a moins de 2% de cette population qui travaille dans le projet. Et ça aussi, c'est pas possible parce qu'il y a moins de 60 personnes sur 3 000 personnes qui travaillent sur le projet Soapiti, y compris les femmes de ménage, les jeunes qui vont faire le manœuvre et autres. On n'a aucun cadre recruté, il n'y a rien. Il faut savoir aussi, donc, moins de 2% de cela. Donc, il y a tellement de problèmes sur ce projet qu'on a longtemps espéré changer notre quotidien, améliorer notre condition de vie. Mais aujourd'hui, ce projet détruit tout ce qu'on possède et nous rend encore plus misérables et nous rend bâtards même dans notre territoire. Et nous rend des étrangers aussi dans notre territoire. C'est pour cette raison qu'en 2019, avant 2015-2016, on a essayé de créer une organisation. Finalement, on a réussi en 2019 de créer cette organisation pour défendre, pour parler au nom de ces populations, des populations de sans voix. Ok, merci vraiment, merci. Vous venez de dire tout de suite que le gouvernement et Human Rights Watch a identifié juste 15 000 personnes habitantes de ce côté. Et vous avez trouvé une différence. Pardon? 16 000 personnes. Voilà, vous avez dit 16 000. Avait dit au début, c'est 16 000. Et l'Human Rights, après son rapport, le dernier, a dit 16 000. Mais Human Rights, parce qu'il passe dans les sites recensés, c'est là où il recoupe les informations. Donc, et toute la diaspora, tous les gens qui sont à Conakry, tous les gens qui sont dans les autres villes ne sont pas concernés. Tous les petits qui sont en âge de scolarisation ne sont pas concernés. Généralement, les femmes ne sont pas tenues en compte. Donc, tout ça qui montre qu'on est aux alentours de 48 000. Ok, c'est ce qui vous amène à plus de 40 000 citoyens vivant de ce côté. Okay. Nous comprenons. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce que vous reprochez réellement dans ce projet de Soapiti et également votre reproche
à l'endroit du gouvernement guinéen? Parce que là, nous voyons souvent à la télé, nous écoutons souvent dans les radios votre organisation sur place en Guinée qui manifeste, qui réclame à tout moment. On ne sait pas réellement qu'est-ce que vous reprochez exactement par rapport à ces projets et également au gouvernement guinéen. Nous voulons savoir. Merci, M. Tidjane. Votre question est la bienvenue. Et nous reprochons pour savoir, en fait, nous avons le gouvernement, nous avons les bailleurs, nous avons le gouvernement, nous avons la société chinoise et nous avons le PAS, le programme d'aménagement, le ministère de l'énergie aussi, et ensuite le programme d'aménagement de barrages hydroélectriques de Sopiti, qui est un détachement du ministère de l'énergie. Donc, si normalement nous nous reprochons que du projet, de l'équipe projet, mais comme l'équipe projet fait partie du gouvernement guinéen, d'où notre cri de larmes au niveau du gouvernement. Mais aussi, le gouvernement est l'arbitre en cas de non-respect de certaines conditions. Le gouvernement doit quand même dire la vérité et encadrer les choses. C'est pour ça que nous pensons que le gouvernement fait partie, mais en réalité, nous avons d'abord réclamé, nous avons constaté le manque d'implication de ces populations, du recensement, de la sensibilisation, du processus du projet, du processus de recrutement des bailleurs, tout ce qui tourne autour du projet, même les conséquences de ce barrage à long terme, même le programme d'installation de ces gens. On a juste choisi des sites et puis on a dit vous allez être là sans les consulter. Et donc, il faut savoir aussi, au niveau là où on va amener ces gens-là, c'est des gens qui avaient des terres et donc ils vont perdre une partie de leurs terres. Et ceux qui ont quitté aussi vont perdre une partie de leurs terres, mais au-delà de cette terre, de tous leurs biens, au-delà de tous leurs biens, mais aussi les âmes, les tombes de leurs ancêtres, c'est ce qui est plus choquant. C'est ce qui est aussi un peu et beaucoup truqué. Nous constatons aussi de l'amateurisme au sein du projet. Nous constatons aussi l'incohérence entre le programme, le discours et les actions sur le terrain. Nous constatons aussi des mensonges parce que la plupart des promesses n'ont jamais été réalisées. Et on pense qu'il y a une incapacité de prévoir, de planifier, d'anticiper et de respecter le cycle du projet. Donc, nous pensons qu'il y a un manque de professionnalisme en quelque sorte sur l'équipe du projet et nous pensons que ces gens-là ont été recrutés par copinage et nous déplorons cela. Et comme je dis, il y a une exclusion des populations et le manque de transparence envers ces populations. Donc, on ne dit pas, bon, quand on vous recense, quand on vous dit, vous allez partir par là, voici ce qui va, voici les étapes qui vont arriver, on va recenser vos biens, on va les payer, et est-ce qu'on va payer une mangue à 1 million, ou un manguier, pardon, à 1 million, ou à 500 millions, je ne sais pas. Mais comment est-ce qu'on va évaluer ce prix? Comment est-ce qu'on va évaluer le prix d'une maison ou d'une case? Comment est-ce qu'on peut évaluer le prix et vivre de ces gens-là? Leurs jardins, tous leurs biens. OK? Donc, il y a plein de choses que nous constatons. C'est ce qui, et en plus de cela, il y a aussi le non-respect des normes nationales et internationales entraînant la violation des droits des populations impactées. Le non-respect des procédures d'expropriation et réinstallation aussi, et de dédommagement, de mécanismes aussi clairement définis que les gens savent, tous les acteurs. Les lois, pourtant, les lois nationales, régionales, internationales reconnaissent ce droit et protègent ces populations. Si on se réfère de l'article 13 de la Constitution guinéenne ou du Code civil guinéen, dans son article 534, ou du Code foncier et domanial guinéen, tout ceci reconnaissent le droit privé et protègent les populations en cas d'expropriation, autant pour moi. Yeah. Et il faut savoir aussi, la CEDEAO fait partie aussi des organisations qui ont encouragé ces grands projets. Et donc, les directives de la CEDEAO pour le développement des infrastructures hydroélectriques aussi, la Charte des Africains des droits de l'homme et les peuples, pardon pour moi, garantissent tous le droit de propriété et définissent des mécanismes à suivre en cas d'expropriation.
pour un projet d'intervention d'intérêt public. Donc, en somme, il y a un non-respect des directives et recommandations des bailleurs aussi. Ceux qui ont financé l'argent, ils conditionnent les fonds sous certaines conditions du développement durable, la participation des citoyens, l'inclusion des populations, le partage des bénéfices résultant de l'exploitation des infrastructures installées dans les terres de leurs ancêtres. Et il exige aussi, ces bailleurs de fonds, de la transparence et le respect des droits des communautés. Mais rien n'a été respecté. À chaque fois, le projet, quand il y a de faits de corruption, on part, on dit non, on est passé par le droit coutumier au lieu de passer par des contrats, des mécanismes du projet clairement définis et identifiés de tous. Ok. Je voudrais vous poser une question à ce niveau. Les citoyens déguerpis, actuellement, est-ce qu'on les a trouvés ou logés ou ils sont déguerpis et puis ils sont laissés pour compte? Parce que souvent, on regarde la RTV. La situation, elle est complexe. Il faut savoir, c'est depuis 2015 qu'ils ont commencé. Hein? OK? C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de mécanisme bien défini. Normalement, en 2015, tous les gens là devraient être installés, devraient être dédommagés, et après, on continue les choses, la construction des infrastructures, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Donc, il faut savoir, jusqu'à présent, aujourd'hui, là, l'eau a envahi toute la zone, en fait, de Concouré, de Téné. On a plusieurs personnes qui sont recensées et qui sont bien recensées par le projet, parce qu'il faut savoir que ça a été bâclé. Mais les gens qui étaient au village à l'instant, qui ont été recensés jusqu'à présent, n'ont pas de maison. Raison pour laquelle, tout récemment, on a fait des manifestations, on est sorti, on a fait une tournée, on était accompagné par l'OGDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, on était sur le terrain. Et après, quand on est revenu, les gens ont compris parce qu'on a fait beaucoup de travaux là-dedans pour de sensibilisation. Et à notre retour, ils ont laissé l'eau. Et après, l'eau a commencé de monter. Les gens, par exemple, de Concouré ou dans Kimfaya, dans Kindia, n'avaient pas où aller. Et les gens du projet sont venus pour les parler de quitter les trucs. Ils ont pris ces gens-là en otage. Donc, ils les ont gardés. Donc, il y a eu des interventions des gens de la présidence, du ministère, de l'administration, de tout le gouvernement. Et finalement, comme nous, l'Union pour la défense des sinistrés de Sopiti, nous sommes contre la violence, et donc, mais nous sommes crédibles aux yeux des populations par rapport au gouvernement ou au projet. On a fait une intervention permettant de libérer ces gens-là. Et Dieu sait, ces gens-là ont témoigné même dans les radios espace et tout ça, qu'ils étaient bien traités, il n'y a pas eu de manque de tout. Mais en fait, la population voulait juste exprimer leur colère en leur disant, voilà, ça fait 5 ans que vous nous laissez dans cette situation, donc venez au moins vivre ici avec nous. On a voulu que le préfet, le gouverneur, le ministre viennent passer la nuit avec eux là-bas, avec les moustiques, sans rien à manger, ils sont dans des maisons ou à la Belle Étoile? En fait, il y a une partie qui se trouve dans des maisons construites au niveau des cités, en fait des maisons, mais qui ne respectent pas nos traditions, qui ne respectent pas notre culture, en fait l'intimité. Vous allez trouver quelqu'un, sa femme, sa mère, sa belle-mère, son papa se trouvent dans une même maison. Et en fait, avec des pièces où chacun ne peut pas avoir une pièce, il se retrouve au salon. Et chez nous, normalement, surtout c'est les Peuls, il y a chacun, même des frères, chacun habite à côté avec sa clôture et tout ça. Donc, il n'y a pas d'intimité. Il y a cet état de fait. Et ensuite, en fait, les gens qui sont dans les maisons, ils sont en surpopulation. Et ceux qui n'ont pas les oubliés, en fait, après le recensement, le projet n'a pas pu les loger, eux, ils sont à la Belle Étoile. C'est le projet qui devrait les loger ou c'est le gouvernement guinéen, exactement. En plus, c'est l'argent qu'on les a promis ou c'est des logements? Voilà. Il faut comprendre, il y a le gouvernement, comme j'ai dit. En fait, le projet, c'est un détachement du ministère de l'Énergie. Et le ministère de l'Énergie fait partie du gouvernement guinéen. OK? Donc, nous pouvons dire que, voilà, c'est le gouvernement. Mais toujours, on vient sur l'équipe technique du projet qui est là. Parce que, en fait, pourquoi on accuse le gouvernement? Si le gouvernement avait en fait assumé le rôle de garant, en fait,
de surveillant en fait de ce projet pour que ce projet fasse bien son travail, on n'allait pas parler du gouvernement, on allait juste attaquer le projet. Mais ça fait des années, on crie contre le projet, mais le gouvernement n'avait pas fait grand-chose. On a participé à plusieurs pourparlers, à plusieurs réunions, à plusieurs cadres de concertation, à plusieurs cadres de dialogue, mais qui n'ont pas fourni, sauf après je reviendrai sur les dernières négociations qu'on a abouties. Donc, voilà. Et c'est, en fait, pour répondre maintenant à votre question, si c'est l'argent ou c'est des maisons, en fait, normalement, il y a une partie qui est de l'argent, une partie des maisons. D'abord, une partie aussi des terres. Parce qu'on choisit des terres, mais c'est les populations normalement qui étaient censées de choisir ces terres-là en fonction de certaines choses, de certains liens. Parce qu'il faut savoir, il y a certains villages qui sont scindés en deux. Une partie est partie, par exemple, le cas de Concouré, dans Téléméré, une partie est partie à 40 km de l'ancien village, et pourtant, il y a à 5 km du fleuve, ils pouvaient habiter. Donc, il y a une séparation, une fissure sociale avec les frères. Généralement, dans les villages anciens, c'est deux frères qui créent, par exemple, un village. Donc, ainsi de suite. Tous les enfants de ce village, généralement, c'est des cousins, cousines, des oncles et tantes. Et donc, finalement, il y a cette fissure qui trouve qu'aujourd'hui, ils ont amené ces gens-là très loin de leur famille et ils ne s'occupent pas. Donc, ils devraient normalement construire des maisons pour eux, construire des routes, construire de l'eau, mettre de l'eau, des infrastructures, tout ce qui est nécessaire. Ensuite, les donner de l'argent, une partie, la valeur de leurs biens actuels, et ensuite, créer des activités de revenus les permettant de vivre. Par exemple, si c'est des éleveurs, des agriculteurs, voilà, essayer d'aménager des espaces pour ces gens. Qui a financé ce projet de Soapiti? C'est le gouvernement ou c'est des partenaires? Et si c'est les partenaires, est-ce que tout cela n'était pas prévu dans le contrat? Oui, c'est les partenaires et le gouvernement. En fait, les partenaires ont financé à 85%, notamment la Banque mondiale et tous les autres partenaires de la Guinée. Ensuite, il y a les 15% revient à l'État guinéen. Et même, voici le rapport que Tractabel, c'est un cabinet français qui a travaillé là-dessus avant le projet. Et toutes les recommandations sont là, les processus sont là, mais ils s'en foutent de ça. Ils ont fait ça pour la forme. En réalité, ils ne sont pas passés, ils ne se sont pas servis. C'est pour ça, d'ailleurs, on dit que c'est de l'amateurisme. On les a posé des questions pour savoir pourquoi ils n'appliquent pas, mais ils ne savent pas que nous disposons aussi ce rapport de Tractabel. Et nous savons ce qui devrait être. Et ils ont passé à côté, ils ont préféré le copinage, recruter. Je vais vous dire une chose. Au sein de l'équipe projet, sur les 20, une vingtaine d'entreprises, il y a 10 entreprises qui appartiennent aux membres du projet. Il y a même quelqu'un, je ne vais pas dire d'abord son nom, un conseiller du président de la République qui a créé des entreprises là-dedans. Donc, nous savons, et après, ces entreprises sous-traitent avec d'autres, et ensuite, ces entreprises aussi demandent de pots de vin avec les gens qu'ils ont sous-traités. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas... La corruption, énorme. Donc, on peut signaler, c'est pour ça, d'ailleurs, ils ont refusé toute transparence. Depuis notre début de combat, on demande pourquoi et comment, mais on n'a pas de retour. À chaque fois, le pourquoi et comment, on n'a pas de retour. S'il s'agit de dialoguer toute la journée pour rien, là, ils sont prêts. Ok, votre objectif, c'est-à-dire, je vais parler de votre association. Pourquoi vous êtes impliqué dans cette affaire? C'est pour veiller sur le projet ou c'est pour protéger les citoyens environnants qui ont été déguerpis tout en les lésant dans leurs droits? Donc, oui, tout à fait. En fait, comme je vous ai dit, j'ai été toujours militant de défense des droits de l'homme. Donc, ça, c'est pour, en fait, protéger ces gens-là, pour les aider à les rétablir dans leurs droits. OK? C'est ça l'objectif principal. Mais il faut savoir aussi, je suis lié avec ce territoire aussi, où mes ancêtres sont enterrés, où mes parents ont vécu, ou moi-même, j'ai vécu une partie de mon enfance. Donc, il y a ce lien aussi. Mais ce lien, c'est une partie du territoire. Maintenant, il y a 4 préfectures. Donc, ce qui m'avait touché, même si ce n'était pas en Guinée, aujourd'hui, même les gens de Kaleta, de Garafiri veulent se rejoindre à nous pour continuer le combat. Donc, même aujourd'hui, si c'était Gérékoré qui était impacté comme ça, je pouvais aussi me lancer. Donc, c'est dans l'objectif de rétablir ces personnes qui n'ont pas de voix, qui ne sont pas écoutées, qui ne sont pas considérées, qui sont humiliées sur le territoire de leurs ancêtres. C'est pour défendre ces personnes-là
pour que leurs droits soient rétablis. C'est pour ça qu'on a engagé ce combat. OK. Maintenant, l'avant-dernière question. Je voudrais savoir quelles sont vos démarches effectuées pour maintenir la pression au gouvernement afin de trouver une issue favorable par rapport à cette situation. Donc, il faut savoir qu'on a essayé depuis 2015 d'abord, 2016, de sensibiliser les gens, de parler aux gens. Attention, parce que moi, je travaille dans tout ce qui est développement durable, donc je connais les conséquences de ce genre de projet. Donc, pour les parler, mais généralement, nos parents aussi, les villageois, ils ne voient pas tout de suite. Quand on les a parlé des cités et autres, ils se sont cru qu'on va les amener tous au paradis vivants. Donc, certains, il y a eu un certain engouement. Même nous, on était contents, en fait, du fait que, en fait, notre projet va servir à éclairer la Guinée. OK? Mais après, on a essayé de prendre contact avec le projet, le gouvernement, pour les parler, dire que, écoutez, nous, c'est dans notre territoire, mais on n'a pas été consulté, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas en fait, les risques liés à la construction du barrage, on ne sait pas nos bénéfices aussi liés à la construction du barrage. On ne sait rien de ce barrage. Est-ce qu'on peut dialoguer pour que vous nous expliquiez réellement les avantages et les inconvénients de ce projet par rapport à notre communauté? Mais là où vous m'avez répondu, lorsqu'on ne parlait pas là, donc c'est là où ils nous ont répondu. Donc c'est pour vous dire que silence radio. Et ensuite, on a entamé des actions de communication, de sensibilisation dans les médias guinéens. On a contacté aussi des organisations internationales, notamment comment dirais-je, Human Rights, Greenpeace et d'autres organisations, et aussi certaines associations aussi de la société civile guinéenne pour nous aider à mener ce combat. On a essayé aussi de constituer nos communautés dans chaque localité, les districts, ainsi de suite, les sous-préfectures, et faire une coordination parce que chacun menait son combat ailleurs. Et donc, finalement, c'est ce qui les arrange. Quand il y a division, facilement, ils vont nous berner. On les a fait comprendre qu'il faut qu'on soit unis et qu'on défende l'intérêt de tout le monde. Si une partie est indemnisée et que les autres ne sont pas indemnisés, c'est une perte pour tout le monde. Donc, et on les a fait comprendre aussi, de part et d'autre de ce fleuve-là, il y avait un grand marché qui s'appelait Concouré. Toutes ces 4 préfectures se réunissaient là-bas. Il y a des cousins de part et d'autre, il y a des tantes de part et d'autre. On a compris que c'était la même communauté. Bien qu'il y a des Soussous, des Peuls et des Malinqués dans cette zone, mais c'est des cousins, c'est tout le monde, c'est la même famille. Ensuite, maintenant, au niveau international, parce qu'on sait que c'est la Banque mondiale qui a financé l'État guinéen, on a effectué aussi des courriers, des démarches au niveau des bailleurs, au niveau de la Banque mondiale, au niveau aussi de l'entreprise chinoise, au niveau du gouvernement chinois, au niveau d'autres institutions, pour les signifier que vraiment l'État guinéen et le projet n'ont pas respecté les engagements et que nous sommes exclus. Jusqu'à ce que maintenant, aujourd'hui, on est en train de parler avec le gouvernement et finalement aussi, on a mené des actions du terrain. La population, je m'excuse, a mené des actions de terrain en prenant en otage certains responsables du projet et même des Chinois là-dedans, donc ce qui a accéléré les choses. Vous pensez qu'il y a plus de travailleurs chinois sur le terrain que des Guinéens sur le projet lui-même ou il y a part égale? Moi, je pense que oui, il y a plus de Chinois. Je ne vois pas l'importance d'importer 1000 Chinois sur une population de 3000 personnes. Et aussi, il faut savoir que la Chine s'occupe seulement de la construction de l'infrastructure, de l'usine du barrage, en fait, le barrage. Donc, il y a toutes les infrastructures annexes. Hein? La Chine n'a pas financé. C'est seulement pour la construction du barrage. C'est sûrement sur la construction de barrages, en fait, il y a des bailleurs, mais il y a une banque chinoise, vous savez, en fait, quand il y a eu l'appel d'offres international, la Guinée a recruté une société chinoise parce qu'ils ont trouvé que c'était la moins chère. Au début, c'était les Américains. Et donc, maintenant, en attendant que le projet finisse, il faut que d'abord l'entreprise trouve un financier qui est une banque chinoise, et après, une fois les travaux sont finis. Après, l'argent qui est versé par la Banque mondiale et l'État guinéen, ils vont le verser à l'entreprise. C'est à la banque qui va donner. Voilà, c'est comme ça. C'est un peu complexe le mécanisme du financement. Voilà, la Chine n'a pas quand même
financé, mais ça fait partie d'un grand projet aussi de la Chine pour désenclaver et autres, comment dire, l'Afrique et accéder aux terres de l'Afrique. Ok, sur ce projet, est-ce que vous pensez que le projet est vraiment réaliste? Et aussi, les citoyens environnants, la population autour pourra en tirer profit, parce que nous avons vu, par exemple, le cas des Garafri qui pouvaient servir d'autres lieux au détriment même des citoyens environnants. Donc, je crois que c'est quelque chose qui est injuste, tout comme Kaleta. Est-ce que vous pensez que ce projet d'abord est réaliste? Est-ce que ça va aider toute la Guinée? Parce que nous voyons la campagne que le pouvoir est en train de mener autour de ce projet. Vous êtes mieux placé pour nous dire un mot par rapport à ça. Bon, moi, je pense que, en fait, je ne suis pas le technicien pour répondre à certaines questions, mais au vu de ce qui s'est passé, on se pose la question, est-ce que ça sera aussi bénéfique pour les populations? Mais aujourd'hui, ce que nous vivons, on sait que les populations riveraines, les populations qui sont impactées, ce n'est pas du tout à leur bénéfice. Donc, c'est pour ça notre combat. Maintenant, dire que est-ce que ça va changer le quotidien de la Guinée? Reste à voir, parce que on avait l'espoir sur Garafiri, on avait l'espoir sur Kaleta. Aujourd'hui, où nous sommes, on voit. Donc, tenir un propos un peu technique qui n'est pas de mon sort, mais je pense que, en fait, en tout cas, en matière de droit, quand même, il y a toute une violation et que les populations sont mises à l'écart, et que je crois que ce projet a plus d'effets négatifs que positifs, si on me demande, à l'heure actuelle où nous parlons. Ok. Vous pensez que dans le traitement de ces citoyens, est-ce qu'il y a une différence qui est créée entre les citoyens dans le traitement où tous les citoyens sont pris au même pied d'égalité par rapport au dédommagement et tout ce qui s'ensuit? Ah ouais, non, ça quand même, il est clair que les citoyens ne sont pas pris au même pied d'égalité, parce qu'il y a des gens qui sont exclus, qui ne sont pas du tout recensés, qui ne sont pas considérés, et qu'on ne tienne pas compte d'eux parce qu'ils étaient absents au village lorsqu'on recensait, étant donné c'est la maison de leur papa, par exemple, qui est recensée, c'est les terres de leurs parents, ils ne sont pas tenus en compte. Ça, c'est un. Donc, il y a une marginalisation. Deuxième chose, aussi, il y a les acteurs, en fait, locaux, qui sont en fait les acteurs du milieu associatif, en tout cas les leaders locaux, qui sont en fait que le projet essaye de corrompre, donner de l'argent ou construire une belle maison pour que ces gens-là influencent sur en fait l'opinion de la communauté, pour que ces gens-là font ce que le projet veut qu'on le fasse, en le corrompant, en donnant des autres. Et à d'autres, on paye le manguier à 1 million, par exemple, et d'autres, on paye à 500 000, d'autres, on paye un orangier à 1 million, d'autres, on paye à 200 000. Donc ça, c'est clair, c'est des trucs qui sont avérés, qu'on a beaucoup dénoncés. Et ça, il faut savoir qu'il y a une forte discrimination sur toutes les actions du projet Sopiti. C'est vraiment grave pour la nation. Et actualité oblige Elasba. Et quelles sont les nouvelles du terrain actuellement? Qu'est-ce qui se passe actuellement sur le terrain? Nous voulons savoir cela et vous écouter sur votre mot de la fin. D'accord, merci Tidjane La Puissance. En fait, il y a deux choses, il y a trois choses actuellement sur le terrain. Il y a la montée des eaux à une vitesse grand V. Il y a aussi, ces derniers temps, les gens ont vu cette montée d'eau, ils se sont révoltés. Et donc, ils ont commencé à arrêter les Chinois, ou en tout cas les gens du projet. Et même certaines autorités aussi, ça risquait. Et donc, c'est ce qui a poussé au gouvernement, à travers nos différentes revendications, parce qu'on a saisi aussi, on a constitué des avocats, on a tenu des conférences de presse pour montrer qu'on est prêt à aller au niveau du tribunal, au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme, pour, en tout cas, si l'État guinéen ne fait pas son travail, pour attaquer l'État guinéen devant ses institutions. Et donc, après l'arrestation de ces gens-là, on a décidé de les libérer et de venir à la table de négociation. Ce qui nous a permis de travailler 3 jours avec eux pour essayer d'échanger sur nos revendications. On a soumis
18 revendications, donc 16 ont été acceptées par le département de l'énergie et le projet. Les deux autres, ils disent que ce n'est pas de leur compétence et donc c'est à revoir. Et notamment, c'est-à-dire parce que qu'est-ce qui nous a aussi poussé d'aller directement à la négociation? Parce qu'il y avait des gens qui étaient menacés par la montée des eaux, des animaux, il y a plusieurs vaches parce que c'est des territoires des éleveurs et des agriculteurs, plusieurs vaches, plusieurs animaux qui étaient aussi encerclés par l'eau. Et donc, la vie des gens était en danger. On est parti à la négociation pour exiger au gouvernement guinéen de dépêcher une délégation qui va quand même mettre à l'abri tous ces biens avec des camions pour charger et de trouver des abris aussi pour ces gens-là et avec leurs animaux, avec leurs biens. Donc, voilà. Et après ça, on a aussi demandé à ce que tous les villages aujourd'hui qui sont isolés, parce qu'il y a une partie de ces villages que l'eau va encercler, ou une partie de ces villages qui est scindée, donc qui est très proche de l'eau et qui est isolée. Hier, qui avait des routes, mais aujourd'hui qui n'avait pas, donc que ces villages-là soient accessibles dès maintenant. Et ensuite, d'obtenir les fiches d'inventaire pour nous dire qu'un manguier a été payé ça, un orangier, un avocatier, un bananier a été payé à ça, et donc la maison a été payée à ça, une case aussi, ainsi de suite, de tous nos biens. Comme ça va nous permettre de savoir est-ce que réellement tel monsieur a bénéficié, réellement a été indemnisé à la hauteur de ses biens. Et aussi, ils vont nous prouver la base de leur calcul. Est-ce que, parce que je sais qu'un manguier peut faire jusqu'à 150 ans, mais si on donne 1 million à un manguier, c'est que même un manguier peut produire plus que ça par an. Donc, il faut essayer de trouver les mécanismes plus crédibles pour, en tout cas, montrer la façon dont ils l'ont fait, d'où vous pensez trouver une issue favorable avec ce gouvernement? Bon, en fait, vous savez, bon, il faut des fois avoir les raisons gardées quelque part. Il ne faut pas ils ont accepté les négociations, on va partir. Mais nous, on est prêt à tout moment, s'il ne reste pas des dates, ça va commencer à partir. Même déjà, il y a 2 de nos points qui sont en train de traiter sur le terrain. Donc, donner à manger les gens, traiter, en fait, donner de l'abri, sauver les animaux, ça, ils sont sur le terrain. Donc, et ils ont donné un délai. Si après ce délai, ce n'est pas fait, on va sortir encore. Donc, tous leurs engagements, s'ils ne font pas dans le délai, parce que nous, on a fait un calendrier d'ici décembre 2020, là, fin décembre 2020, tous nos points de revendication seront satisfaits. Sinon, on va aussi continuer parce que nous sommes prêts, nous avons tous les documents pour, en tout cas, engager une procédure contre l'État guinéen. Mais pour vous dire une chose, il y a eu des moments où on a négocié avec eux, ça marchait et ils n'ont pas respecté. Aujourd'hui encore, qui va dire qu'ils vont respecter? Bon, mais laissons les choses avec le temps. J'espère que dans les prochains jours, je reviendrai peut-être pour vous dire que ça a été respecté ou ça n'a pas été respecté. Notre souhait, c'est que ça soit respecté, mais bon, nous savons qu'il y a beaucoup de dits qui ne sont pas respectés, il y a beaucoup des engagements qui ne sont pas respectés dans notre pays. Oui, ça c'est clair, parce qu'avec un pouvoir qui n'a pas le respect de la parole donnée, ça devient compliqué pour les citoyens. Et nous sommes dans cette vie-là. Mais nous pensons, sous peu de temps, si en tout cas le Guinéen prend son destin en main, nous aurons affaire avec un autre pouvoir en place en Guinée, et peut-être qu'il sera plus sérieux et qui va essayer de prendre en compte les préoccupations des citoyens, parce que c'est ce que nous souhaitons aujourd'hui. Hélas, Ba, et en 1 minute, votre mot de la fin à l'endroit des citoyens vivant à Souapiti et également à l'endroit du peuple de Guinée qui vous écoute. En 1 minute. Merci, M. la puissance. Merci à tous vous pour la parole. Ce que je vais dire aux populations qui vivent à Souapiti aujourd'hui, c'est elles sont très malheureuses parce que l'eau est montée sur leurs anciens villages, surtout, mais qu'ils gardent la force, on va aller jusqu'au bout, on va les défendre, mais qu'on reste soudés. Ensuite, maintenant, à l'ensemble de la population guinéenne et à tous nos partenaires, c'est qu'en fait, c'est encore nous aider, nous assister techniquement,
financièrement, sur les conseils, sur l'accompagnement, sur la communication, sur tous les secteurs, parce que nous tous qui travaillons là-bas, en fait, nous sommes des bénévoles. Et généralement, donc, on n'est pas payé pour faire ça, mais on fait parce qu'on est touché par cette cause. Donc, merci à vous, merci à tous vos lecteurs et vos auditeurs. Et en tout cas, de toute façon, si quelqu'un peut me voir, peut avoir mes contacts ou l'Union, en passant par vous, c'est certainement, il aura tous les contacts, toutes les coordonnées qu'il souhaiterait pour nous aider, pour nous assister ou pour nous conseiller. Vous pouvez donner les contacts en direct ou en privé, je ne sais pas. Je vous donnerai les contacts en privé. Et puis, si vous souhaitez, en fait, en tout cas, toute personne qui vous contacte aura nos contacts, mais je vous donnerai en privé. Et puis, voilà, okay. Nous sommes ouverts, que ce soit ici, que ce soit en Guinée et partout, en fait, aussi. Ok, merci Elas Ba, et je crois que le message est bien compris. Tous ceux qui voudraient rentrer en contact avec Elas Ba par rapport à ce projet de Sois Petit pourront vraiment me contacter et je pourrai les mettre en contact par rapport à ce projet noble. Parce qu'il faut reconnaître, mais seulement les citoyens environnants souffrent et c'est ce qui est grave, c'est ce qu'il faut corriger. Donc nous vous remercions dans votre combat parce que vous le faites. C'est pour sauver vraiment ces pauvres citoyens qui n'ont personne sur qui ils peuvent compter, mais si vous prenez un volontariat pour le faire, ce Dieu pourra vous payer. D'ailleurs, c'est le pouvoir qui devrait faire ça. Le pouvoir n'a pas besoin des citoyens qui pourraient venir défendre l'intérêt des citoyens dont eux sont censés protéger les intérêts. Mais c'est ça aussi le paradoxe de la Guinée. Je vous remercie. Et chers compatriotes, je vous prie de partager au maximum cette vidéo avec Elas Ba. Je pense que ça va beaucoup aider parce qu'il y a vraiment une propagande, souvent à la RTZ, qui passe par rapport à ce projet Sois Petit. Je pense que beaucoup sont édifiés aujourd'hui à travers Elas Ba du Havre, en Guinée, vraiment qu'on doit beaucoup de choses. Elas, je vous remercie et à bientôt. Merci pour votre combat. Merci.